Ils ne m'ont même pas regardé dans les yeux quand ils lui ont tendu les clés. Mon père a présenté l'anneau de laiton antique comme s'il s'agissait d'une cérémonie, comme s'il couronnait une monarque, et non comme s'il brisait une fille en deux. Et ma mère, les yeux écarquillés et le sourire fragile, se tenait à ses côtés, les mains jointes serrées. Un bouquet de taches de farine encore saupoudrées sur son tablier comme de vieilles confessions. Je me tenais à 1 mètre, mon tablier encore noué à la taille, l'odeur de cannelle brûlée persistant dans mes cheveux du service du matin. Les lumières de la boulangerie bourdonnaient faiblement au-dessus de nos têtes. C'était début mars, le genre de froid qui fait trembler les vitres et rend l'air lourd d'attente. Et dans cet espace silencieux entre le comptoir de verre et la porte du bureau arrière, le seul bruit était le frottement sourd du métal contre la chair quand ma sœur a pris les clés sans hésiter. Pas d'annonce, pas de vote, pas de merci, pas même une mention de mon nom. J'avais travaillé dans cette boulangerie depuis mes 14 ans. Tous les étés, toutes les vacances d'hiver, tous les fichus week-ends pendant que mes amis étaient à des soirées pyjama, au fast-food des centres commerciaux ou au bal de l'école, j'étais là à pétrir la pâte, à mélanger les appareils, à gérer les livraisons quand papa oubliait les factures. Je tenais les comptes que ma mère n'a jamais compris. J'ai mis à jour les contacts des fournisseurs, construit le site web de zéro avec un ordinateur portable d'occasion et une poignée de tutoriels YouTube. Quand le Covid a frappé, j'ai transformé toute l'entreprise en modèle de livraison en 1 mois. Je l'ai maintenue en vie. Mais rien de tout cela n'importait. Pas face à Sophie, ma sœur. Sophie parfaite avec ses ongles propres, sa voix lisse et son diplôme d'école de commerce. Elle est revenue après 4 ans à Boston avec un PowerPoint, un petit ami dans l'immobilier et une douzaine d'opinions sur le positionnement de marque. Et soudain, elle était leur seconde venue, leur sauveuse, la fille avec un avenir. Peu importe qu'elle ne sache pas tempérer le chocolat, faire lever le levain ou nettoyer le piège à graisse. Peu importe qu'elle appelle pour enregistrer un ancien système de caisse et me demande pourquoi nous faisions encore les tartes à la main. Elle voulait rebrander. Elle voulait renommer. Elle voulait entrer et ils l'ont laissé faire. Non, ils lui ont tout donné. Quand l'annonce est arrivée, il n'y avait même pas de gâteau, pas de fête, pas de réunion formelle, juste un mardi matin avant l'ouverture alors que j'essuyais encore la machine à espresso et préparais le premier plateau de muffins à la cardamome et à l'orange. Papa est sorti du bureau, se frottant les paumes comme il le faisait toujours avant de donner une mauvaise nouvelle. Maman se tenait derrière lui, les bras croisés, les yeux humides, comme si elle avait déjà imaginé ma réaction. Et puis il l'a dit, nous prenons notre retraite. Nous avons décidé de transférer l'entreprise à Sophie avec effet immédiat. C'était tout. Pas de conversation, pas de discussion, juste la finalité. Je n'ai pas parlé pendant 20 bonnes secondes. Puis, doucement, et moi? Il a hésité, s'est raclé la gorge. Tu as été incroyable, ma chérie. Nous n'aurions pas survécu aux dernières années sans toi. Mais c'est un nouveau chapitre. Nous voulons quelqu'un qui puisse l'emmener au niveau supérieur. Je me suis tournée vers ma mère, dont les yeux se sont adoucis, mais les lèvres n'ont pas bougé, et Sophie se tenait derrière eux deux, parfaitement silencieuse comme une statue taillée dans la condescendance, sans même prétendre être surprise. Comme si elle avait su depuis le début. Comme si cela avait été décidé dans des pièces où je n'avais jamais été invitée. Le sang a quitté mes doigts. Ma respiration était comme du gravier dans mes poumons. Ils ne m'ont pas demandé si je voulais rester. Ils ne m'ont pas proposé un nouveau titre. Ils n'ont pas prononcé le mot « associé », parce que dans leur esprit, je ne l'avais jamais été. J'étais le tablier, l'aide, l'ombre fiable. J'ai détaché mon tablier en silence, l'ai accroché au crochet que j'avais utilisé tous les jours pendant 10 ans. J'ai essuyé mes mains sur le devant de mon jean, encore chaude d'avoir pétri la pâte, et je suis sortie par la porte principale. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste marché dans l'air glacé du matin et l'ai laissé brûler chaque centimètre de peau exposée. Pas de honte, mais de clarté. Je n'avais pas de plan, pas de blueprint, pas d'argent. Mes économies étaient minces, à peine assez pour couvrir le loyer et les factures. Mais ce que j'avais, c'était la connaissance. La connaissance de chaque client qu'ils avaient servi, de chaque recette, des fournisseurs, des tendances saisonnières, des appels tardifs quand un lot de croissants ratait et qu'il fallait pivoter vers du bio avant le lever du soleil. Et plus important encore, j'avais l'instinct. Celui qui vient d'être dans le feu, pas de l'étudier de loin. J'ai passé les 2 premiers jours en silence, téléphone éteint,
rideau tiré. Mon appartement au-dessus de la laverie était trop calme, trop étroit, trop détaché de tout ce dans quoi j'avais versé ma vie. Je ne voulais pas parler à des amis. Je ne voulais pas de sympathie. Je voulais une vision. Alors j'ai écrit, griffonné sur du papier de cahier, dessiné sur des serviettes, esquissé des menus, des noms, des modèles de livraison. J'ai dessiné des devantures, esquissé des maquettes, fait des listes. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à construire quelque chose de nouveau. Pas une boulangerie, une cuisine fantôme. Pas de vitrine, pas de passage piéton, pas de coût hérité, juste de la nourriture pure et de la livraison. Quelque chose d'agile, scalable, moderne, mais ancré dans tout ce que ma famille n'avait jamais vu venir. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai fait mon plan. J'étais assise en tailleur sur mon parquet avec des plans étalés autour de moi comme un cercle rituel. Papier d'imprimante, reçus déchirés, vieilles fiches de recettes avec de la farine encore incrustée dans les plis. Ça ressemblait au chaos, mais c'était la clarté, une sorte de défi silencieux. Je n'allais pas construire ce qu'ils avaient. Je n'allais pas récupérer les miettes qu'ils m'avaient laissées. J'allais créer quelque chose qu'ils ne reconnaîtraient pas avant qu'ils ne les dépassent dans le noir. Le modèle était simple. Une cuisine fantôme. Pas de vitrine physique. Pas d'auvent marqué. Pas de clients qui entrent. Une cuisine fermée avec des pâtisseries de haute qualité et des drops le week-end en rotation. Exclusif, curaté, intime. Quelque chose qui semblait avoir un secret, qui appartenait à ceux qui le trouvaient en premier. Commande prise via un site web propre et contrôlé. Livraison dans un rayon de 5 km. Livrée à la main, chaude, scellée avec des bandes de papier ciré et des cartes manuscrites. Je l'ai appelé Brin plus Sugar parce que le sel et le sucré étaient toujours l'attention que j'aimais. Parce que la mémoire a une saveur et que la trahison goûte les deux. J'ai trouvé l'espace grâce à l'ami d'un ami, une ancienne sous-chef qui avait converti son garage en cuisine commerciale conforme pendant la pandémie et ne l'utilisait plus que pour des shootings photos. Elle a dit qu'elle me le louerait les week-ends, en cash, si je nettoyais tout moi-même et ne posais pas de questions. Il y avait un four à convection qui grinçait un peu, un évier à 3 compartiments, et des étagères industrielles en fil métallique remplies de bacs de farine et d'épices plus vieilles que mon diplôme. C'était parfait. La première semaine était calme. Je travaillais seul tôt le matin avant l'aube. Les coudes dans la pâte. Les levains qui bouillonnaient comme de petites créatures patientes dans les coins. Je travaillais sans musique, sans podcast, sans la distraction de voix qui n'étaient pas les miennes. Il n'y avait que moi et le rythme. Sucre, beurre, farine, plier, attendre, reposer, lever, couper, refroidir, cuire. Mon premier drop était un samedi. Je l'ai appelé l'orchard absent. Un croissant aux amandes avec de la confiture de figues brûlées cachée dans le pli. Un scone au thym citron. Des blondis au beurre noisette saupoudrés de sel. Des chaussons aux poires avec une croûte au thé noir. Et une seule tranche de cake aux pommes caramélisées, dense et chaude, enveloppée dans du parchemin avec une note pour quelqu'un que tu te rappelles encore. J'ai posté à minuit. Branding doux. Pas de visage. Pas d'explication. Juste des photos au ton pâle et à la lumière naturelle et des noms qui se lisaient comme de la poésie. Les 24 boîtes en précommande se sont vendues en 3 heures. À midi, j'avais cette nouveau DM. C'est un pop-up? Où êtes-vous situé? Je n'ai jamais goûté un croissant comme ça. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais que l'espace respire, qu'il se sente exclusif, pas désespéré. Mais j'ai souri, le genre de sourire que je n'avais pas porté depuis le moment où ils lui ont tendu les clés. À la 3e drop, les influenceurs sont venus discrètement. Un critique culinaire qui avait juré ne plus manger de pâtisserie m'a DM en privé. Comment avez-vous fait pour que le shortbread à l'huile d'olive goûte comme une lettre d'amour que j'ai oublié d'envoyer? Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran, l'ai collé sur le frigo de la cuisine comme un drapeau. Je n'ai pas parlé à mes parents pendant ce premier mois. Pas une fois. Ils n'ont pas appelé. Je n'ai pas envoyé de texto. Sophie a posté des photos du nouveau look de la boulangerie sur Instagram. Nouvelle enseigne, papier peint frais, flat whites élégants et tasses marquées. Le menu était plus mince, les prix plus élevés. Le babka au chocolat a été renommé Choco Twist. Je n'ai jamais regardé les commentaires.
Je n'en avais pas besoin parce que les clients ont commencé à m'envoyer des messages. Et chaque fois, je savais que le battement de cœur de la boulangerie, celui qu'ils essayaient d'effacer, s'estompait et que Brin plus Sugar était l'endroit où il avait migré. Le premier vrai test est venu d'un angle inattendu. Une ancienne cliente, Nora, qui achetait des cakes à la vanille pour sa femme tous les mois, m'a envoyé un message un mercredi. Son message était prudent, hésitant. Je suis passé à la boulangerie aujourd'hui. J'ai demandé la tarte à la banane que tu faisais. Ils m'ont dit qu'elle était discontinuée. J'ai demandé où tu étais parti. Ils n'ont pas répondu. Elle a fait une pause. Tes notes de saveur sur les serviettes me manquent. J'ai regardé ce message plus longtemps que je n'aurais dû parce que ce n'était pas juste un compliment. C'était un choix et ça signifiait que quelque chose bougeait. Pas parce que je disais qui j'étais, mais parce que les saveurs savaient parler d'elles-mêmes. Les livraisons sont devenues un rituel enveloppé dans du papier recyclé doux, scellé à la cire. Chaque boîte incluait une carte, une citation, un poème, une phrase mémoire. Je ne les marquais pas, ne signais pas mon nom. Je laissais la nourriture parler et les gens répondaient. Plus de commandes, plus d'emails, des demandes pour du catering, de petits mariages. Une femme m'a demandé si je ferais des gâteaux pour l'enterrement de son père. Je veux qu'il parte avec une bouchée de ton cake au chocolat et thé Earl Grey. Il disait toujours que c'était mieux que tout ce qu'il avait mangé à Paris. C'est la seule fois où j'ai pleuré. Pas de fierté, mais parce que quelqu'un avait enfin goûté ce que j'essayais de dire. 2 mois plus tard, Brin plus Sugar avait une liste d'attente. Des articles locaux ont commencé à apparaître, petits blogs, newsletters de niche. L'un d'eux m'a appelé la chef fantôme du deuil et de la décadence. Ça m'a fait rire à voix haute parce que oui, il y avait du deuil, mais il y avait aussi de la revanche. Une revanche lente, patiente. Le genre qui ne vient pas avec du feu ou du spectacle ou des cris, mais qui lève comme la pâte en silence dans la chaleur jusqu'à occuper plus d'espace que tu ne l'aurais cru possible. C'était un mardi matin quand l'email est arrivé. Une adresse générique au premier regard, mais la ligne d'objet m'a coupé le souffle. Demande de collaboration commerciale de Sugar et Art. C'était la boulangerie. Celle avec les empreintes de mon enfance incrustées dans chaque comptoir, chaque recette, chaque matinée qui commençait avant que le soleil ne sache s'étirer. Le nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis des semaines. Je l'ai ouvert lentement. Salut, c'est Sophie. J'aide à gérer Sugar et Art et j'ai récemment entendu beaucoup parler de ton travail, Brin plus Sugar. Tes produits sont incroyables. Il y a clairement beaucoup de buzz et je pense qu'il y a une vraie synergie entre ce que tu construis et la marque héritée de notre famille. J'aimerais discuter d'un partenariat ou d'une collaboration potentielle. Si tu es ouverte à une conversation, le café est pour moi. Dis-moi. Meilleures salutations, Sophie. Il y a eu un silence après que je l'ai lu. Si complet qu'il était presque luxueux. Le genre de silence qui goûte le moment juste avant que quelque chose ne se brise. J'ai regardé le message à nouveau, plus lentement cette fois. J'ai laissé chaque mot peser sur ma langue comme une pâte crue. La marque héritée de notre famille. Synergie. Le café est pour moi. Pas une seule reconnaissance. Pas de moi. Pas de ce qu'ils avaient fait, pas de la vérité. Juste une manipulation polie, laquée de mots à la mode, fine comme du fondant et 2 fois plus artificielle. Et c'est à ce moment que j'ai su qu'elle ne reconnaissait pas ce que j'avais construit. Elle n'avait aucune idée que c'était moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de ça, je me suis assise dans la cuisine et j'ai ouvert le registre abîmé que j'utilisais pour suivre les ingrédients. Il était taché de chocolat et d'extrait de vanille. Un truc corné que je portais partout. J'ai tourné vers le fond où j'avais noté une liste des mois plus tôt sous un seul titre. Chose qu'ils ne peuvent pas prendre. La liste n'était pas longue, mais elle était délibérée. Le nom que j'ai donné à ça. Les clients que j'ai nourris quand personne ne connaissait leur nom. Les cartes de remerciements manuscrites glissées dans les boîtes du dimanche. La façon dont les gens souriaient quand ils goûtaient quelque chose et ne parlaient pas pendant 5 secondes entières parce qu'ils étaient dedans. La partie de moi qui ne demandait pas la permission. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient perdu. Pas encore, mais ils le sauraient. Les commandes dépassaient maintenant mes week-ends. J'ai embauché quelqu'un discrètement. La cousine d'une amie, Camilla, qui avait suivi une école culinaire et en était partie à mi-chemin parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire des stages non payés dans des cuisines Michelin.
Elle était rapide, vive, et ne posait pas de questions. Elle pliait la pâte comme si elle cousait du tissu. Je lui ai fait confiance dès la 2e heure. À la 9e semaine, j'ai emménagé dans une location de cuisine à temps plein, partagée avec 2 autres opérateurs indépendants. Nous travaillions en horaires opposés. Personne n'interférait. Mon espace était sacré. C'est là que j'ai créé ce qui est devenu le tournant, la boîte d'offrandes brûlées. 5 items, tous aigre-doux, rien de mignon, rien de facile, chacun avec une arête. Tarte au cacao noir avec piment et glaçage à l'orange sanguine. Sablé au café avec sel fumé. Cake au pain d'épices trempé dans du sirop de whisky. Crème brûlée au miel brûlé. Un seul carré de ganache au chocolat noir enveloppé dans du vélin scellé à la cire rouge. Pas d'étiquette, pas de nom, juste la citation. Ceci n'est pas pour oublier. Je n'en ai fait que 15 boîtes. Elles se sont vendues en quelques minutes. Le lendemain, une cliente nous a tagués sur Instagram, une vidéo d'elle pleurant, tenant la tarte comme une lettre de quelqu'un qui était mort. La légende disait « Je ne sais pas qui a fait ça, mais ils comprennent la perte mieux que mon thérapeute. » Mes mains tremblaient quand je l'ai vue. Pas de tristesse, de pouvoir. 2 jours plus tard, une journaliste d'un journal régional m'a contacté. Petit, indie, axé sur la nourriture et la culture. Elle disait suivre Brin plus Sugar depuis la 3e drop. Voulait faire un long format. Demandait si je parlerais pour de vrai. J'ai hésité. Mon instinct était de me cacher, de protéger ce que j'avais construit. Comme une enfant encore peur d'être prise. Mais quelque chose en moi s'était durci. Et elle ne demandait pas un scandale. Elle demandait la vérité. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café-librairie que je fréquentais au lycée, et je lui ai tout dit. Pas le drame, pas l'amertume, juste les faits. Je lui ai parlé de la boulangerie, de grandir dedans, de pétrir la pâte sur des caisses parce que mes pieds n'atteignaient pas le sol, d'être mise de côté, de partir en silence et de construire quelque chose de nouveau. Elle a demandé ce que signifiait le nom. Je le lui ai dit. Elle a demandé s'il me manquait. Je lui ai dit que j'essayais encore de savoir si je regrettais d'être aimée ou juste d'être vue. Quand l'article est paru, il n'était pas sensationnel. Il était tranchant, intime, réel. Le titre disait « La pâtisserie que nous méritons ». Comment une femme a quitté la boulangerie de sa famille et a construit un monde de ses mains. Ma photo n'était pas en première page. Juste un gros plan de la tarte au cacao noir. Mais l'histoire s'est répandue. Plus de commandes. Journaux, pop UPS, invitations à des événements. Les gens savaient maintenant. Ils savaient qui j'étais et ce qu'ils avaient fait. La prochaine fois que j'ai entendu parler de mes parents, ce n'était pas un appel. C'était une visite. J'étais en train de finir la préparation pour la drop du vendredi quand j'ai vu leur silhouette à travers la vitre embuée de la porte de la cuisine. Ma mère dans son manteau tricoté. Mon père, plus raide, plus petit que dans mes souvenirs. Ils avaient l'air fatigués. J'ai ouvert la porte. Aucun d'eux n'a parlé tout de suite. Puis maman a murmuré « C'est toi ». J'ai juste hoché la tête. Nous avons vu l'article, a-t-elle dit, la voix fragile. Nous ne savions pas. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit. Vous ne vouliez pas savoir. Papa a bougé. Tu aurais pu dire quelque chose. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai dit, je l'ai fait pendant 10 ans. Il n'y avait plus rien à argumenter. Ils sont partis peu après. N'ont pas demandé pardon. N'ont pas offert d'excuses. Mais ils savaient. Et ça suffisait. Sophie n'a plus écrit. Elle n'avait pas besoin. J'avais déjà répondu. Avec chaque commande, chaque seau de cire, chaque client qui mordait dans quelque chose et s'arrêtait comme s'il se rappelait la partie la plus douce de son enfance. J'ai répondu. Et Brin plus Sugar a continué à grandir parce que la revanche n'était pas le but. Être vu l'était. Être connu. Être indéniable. Le changement n'est pas venu avec un bang. Pas de communiqué triomphal, pas d'afflux massif de capital, pas de trophée remis par un gardien culinaire. Au lieu de ça, il est venu sous la forme la plus douce imaginable, le bouche à oreille. Une femme âgée a apporté un cookie au caramel et seigle à son cercle de tricot. Un photographe du centre-ville nous a tagués dans une story légendée.
La meilleure chose que j'ai goûtée depuis mon divorce. Une fleuriste a proposé un troc, tulipe contre tartelette. La croissance n'était pas rapide. Elle était révérentielle. Chaque boîte était une conversation, chaque lot une réécriture. Les gens ne commandaient pas juste de la nourriture. Ils revenaient à eux-mêmes à travers elle. Je ne cuisinais plus seulement. Je reconstruisais la mémoire et les gens le sentaient. C'était le début du printemps quand l'email de la haute table est arrivé. Si tu vis dans ma ville, tu sais ce que ce nom signifie. On n'entre pas à la haute table, on est invité. Réservation seulement, liste d'attente de 2 mois, pas de substitution, pas de photos. C'est là que les éditorialistes mangent. Où les palais les plus impossibles de la ville se taisent et se laissent redevenir petits. Ils ont demandé si je serais leur collaboratrice invitée pour la nouvelle série de dîners saisonniers. 6 desserts, 2 semaines, mon nom sur le menu imprimé. J'ai lu le message 3 fois avant que mon corps me laisse bouger. Mes doigts tremblaient. Mon cœur ne s'est pas accéléré. Il s'est vidé comme s'il faisait de la place pour quelque chose de plus grand que lui. Puis j'ai posé le téléphone et marché jusqu'à la fenêtre où la lumière de fin de matinée faisait briller le carrelage de la cuisine en or discret. J'ai regardé dehors, laissant la chaleur s'enfoncer dans ma peau. Ce n'était pas juste une invitation. C'était une ligne dans le sable. Quand je l'ai dit à Camilla, elle a éclaté d'un rire incrédule. « Tu vas me faire pleurer », a-t-elle dit, couvrant son visage avec ses paumes couvertes de farine. J'étais trop sonnée pour pleurer. Mais j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, comme si j'avais retenu mon souffle pendant une décennie et commençais enfin à me rappeler comment l'air fonctionnait. Nous nous sommes mis au travail immédiatement. Nous n'appelions pas ça des recettes. Nous les appelions des mouvements parce que chacun aurait son propre rythme, sa propre intention. Rien de joli pour le joli. Chaque saveur raconterait une histoire. Chaque assiette serait ancrée dans quelque chose qui aurait pu me briser, mais ne l'a pas fait. Le premier était un sablé au sucre brûlé avec girofle et poivre rose. Il était agressif, sans excuse, goûtait comme l'après-coup d'une porte claquée. Le second était plus doux, une panna cotta au mélisse citron sur du praliné pistache, arrosé de miel au thym. Je l'ai appelé héritage. Le troisième a pris 3 semaines à perfectionner. Un cake au seigle avec des rubans de sirop espresso imbibé au centre, servi avec une cuillerée de crème fraîche fouettée et une figue rôtie. La figue était la douceur mais tranchante de ma grand-mère. Le cake, c'était moi. Je l'ai appelé révision. Une semaine avant le premier service du dîner, Sophie a repris contact. Cette fois via mon email professionnel. Elle n'a pas essayé de le cacher. Ligne d'objet, félicitations. J'ai vu l'annonce de la haute table. Je voulais dire, bravo. J'ai toujours su que tu étais talentueuse. Je sais que nous n'avons pas bien géré les choses. Je sais que le transfert a été bordélique. J'y pense beaucoup ces temps-ci. Si tu veux parler, j'aimerais ça. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Je le pense. J'ai regardé son message longtemps, et cette fois j'ai répondu. J'ai dit, merci. Je pense que nous faisons toutes les deux exactement ce que nous sommes censés faire. Je ne suis plus en colère. Je ne veux juste pas revenir en arrière. Il n'y a pas eu de réponse, mais je n'en avais pas besoin. La première nuit de l'événement octable, je me suis tenue dans la cuisine en silence avant l'arrivée des invités. Le personnel s'affairait derrière moi, dressant, ajustant, polissant. Camilla était à mes côtés, les yeux concentrés, manches roulées jusqu'au coude. Il y avait de la musique, violoncelle et cordes, mais elle s'estompait sous le bruit des brûleurs, des couteaux et du sucre qui bouillait. J'ai touché le bord de la table de préparation et fermé les yeux. J'ai vu la boulangerie, celle où j'ai grandi. J'ai vu les mains fatiguées de mon père, les sourires prudents de ma mère, l'odeur de levure dans le couloir du fond, la façon dont Sophie pinçait la pâte crue et faisait semblant de la détester. Et puis je me suis vue à l'évier, à la caisse, au comptoir, toujours utile, toujours silencieuse, jusqu'à ce que je ne le sois plus. J'ai ouvert les yeux et nous avons commencé à dresser. Les plats sont sortis comme du théâtre. Les invités se penchaient en avant comme s'ils écoutaient des secrets. Ils ne parlaient pas fort. Personne ne postait de photos. C'était ce genre de salle. Révérentielle, présente. Et quand le dessert final, un caramel à la crème vanillée fumée avec noisettes rôties au pain,
a été servi, ils ont applaudi. Pas fort, pas pour la performance, mais avec une sorte de gratitude stupéfaite qui vibrait plus profondément que la louange. Après le départ des invités, le propriétaire est venu me voir. Il était connu pour ne jamais sourire, mais il a touché mon épaule et a dit « J'ai mangé beaucoup de desserts, mais celui-ci goûtait comme si quelqu'un avait écrit un journal en saveurs. » Je n'ai pas pu parler. J'ai juste hoché la tête parce qu'il avait raison. Cette nuit-là, je suis rentrée et me suis assise seule à la table de la cuisine, regardant la petite boîte que j'avais gardée de ma toute première livraison. Une des boîtes originales Brin plus Sugar. Bord légèrement déchiré, seau de cire fanée. Je l'ai ouverte. Dedans il y avait une note, la toute première que j'avais écrite. Pour quelqu'un que tu te rappelles encore. J'ai passé mon doigt sur l'écriture et j'ai souri parce que maintenant quelqu'un se souvenait de moi. Mais plus que ça, moi je me souvenais. Je me suis réveillée le matin après le dernier dîner aux tables dans le silence d'un dimanche qui ne me demandait rien. Pas de boîte à sceller, pas de commande en attente, pas de minuteur de lever qui bourdonne dans l'aube. Juste mon appartement et le soleil, qui se déplaçait lentement sur le sol, effleurant le tablier d'hier, encore drapé sur le dossier d'une chaise comme s'il avait encore quelque chose à dire. Mon corps était douloureux. Mes poignets, mon dos, même le bout de mes doigts étaient endoloris par la répétition du dressage et du pliage, du mouvement délibéré. Mais sous cette fatigue, il y avait quelque chose de calme et complet. Une sorte de stillness que je n'avais pas ressenti depuis avant la trahison, avant le transfert, avant que le tablier ne soit enlevé. J'ai laissé le silence me tenir là plus longtemps que je n'aurais dû. Ça semblait mérité. Les critiques ont commencé à arriver cet après-midi-là. Des textes soigneusement rédigés par des critiques respectés, des articles de blog qui n'essayaient pas de devenir viraux, juste de dire la vérité. Ils décrivaient les desserts non comme de la nourriture, mais comme un langage, une architecture, une texture émotionnelle. Un titre disait « Quand sucré ne veut pas dire sûr ». La voix de Brin plus Sugar. Il m'appelait par mon nom. Mon nom. Pas la fille de mon père, pas la sœur d'elle, pas la fille de la boulangerie, juste moi. Et d'une certaine façon, c'était la chose la plus choquante de toutes. Je suis revenue à ma propre cuisine la semaine suivante. La marche était différente. Les rues familières portaient soudain du poids. Des visages se tournaient vers moi avec une reconnaissance vague à laquelle je n'étais pas habituée. Un homme au magasin du coin m'a demandé si j'étais la personne des desserts. J'ai souri, lui ai dit que j'étais quelqu'un qui aimait les desserts. Il a ri et a dit que sa petite amie avait pleuré en mangeant le cake à la figue. Il ne savait pas pourquoi, mais il a dit « Merci d'avoir fait quelque chose de réel ». Cette phrase m'est restée. Quelque chose de réel. Je n'avais pas beaucoup pensé à la boulangerie depuis la dernière fois que mes parents avaient visité la cuisine fantôme. Je n'étais pas passé devant. N'avais pas regardé leur site mis à jour. Je n'en avais pas besoin. Mais un soir, Camilla m'a envoyé un lien par texto. Pas de mots, juste une URL. Le titre disait « Sugar et Art ferme ses portes après 17 ans ». Je me suis assise et j'ai regardé l'écran, lu l'article 2 fois. Il était écrit sur le ton d'un deuil discret. Le journaliste mentionnait les temps qui changent, les attentes des clients qui évoluent, et un marché qui se déplace pour les boulangeries traditionnelles. Il citait les coûts croissants et le personnel limité. Sophie donnait une seule citation, « Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes ». Il n'y avait pas de mention de moi, mais je ne m'y attendais pas. Ce qui m'a surprise, c'était le sentiment qui a suivi. Pas le triomphe, pas la vindicte, juste du chagrin. Pas pour les gens, pas même pour la trahison, mais pour les murs, les vieux carreaux, l'odeur de cardamome dans les coins, le rouleau à pâtisserie qui appartenait à ma grand-mère. La boulangerie avait été un vaisseau, un corps dans lequel nous avions tous vécu, et maintenant elle disparaîtrait sans aucun de nous dedans. J'ai fermé l'article et je me suis permis de le ressentir juste un moment. Puis je me suis levée, j'ai pris un cahier sur l'étagère, et j'ai commencé à esquisser ce qui viendrait ensuite. Brin plus Sugar est devenu un studio privé 2 mois plus tard. Pas une vitrine, pas un café, un studio sur réservation seulement, une seule table par soir, axée sur les desserts. Par conception, il était difficile à trouver. Pas d'enseigne visible de la rue. Il fallait connaître quelqu'un. Il fallait vouloir y être. Je ne voulais pas de passants. Je voulais de l'intention à l'intérieur. C'était une lumière douce et des comptoirs en pierre.
pas de menu, juste une histoire racontée en 6 mouvements. Chaque saison, les offres changeaient. Mais une chose restait la même. Chaque invité repartait avec une boîte et une seule carte manuscrite. Chaque message était différent. Mais ils commençaient tous par les mêmes 4 mots. Ceci est pour vous. Mes parents sont venus finalement. Ils ne se sont pas annoncés. Ils ont réservé une table sous un nom que je ne reconnaissais pas. Quand ils sont arrivés, Camilla m'a regardé avec surprise. Ils sont là, a-t-elle dit simplement. Je n'ai pas flanché, n'ai pas changé la séquence, n'ai pas prévenu l'équipe. Nous avons dressé comme prévu. J'ai regardé de derrière la fenêtre de la cuisine pendant qu'ils mangeaient. Les mains de mon père tremblaient légèrement quand il a levé la fourchette à dessert. Ma mère a essuyé sa bouche après le 3e plat et a plié sa serviette sur ses genoux comme elle le faisait après le dîner quand j'étais enfant. Aucun d'eux n'a regardé autour. Aucun n'a demandé à me parler. Et quand la boîte finale a été livrée, scellée à la cire, pliée avec soin, ma mère l'a touchée comme si c'était une relique. Je ne sais pas ce que j'ai écrit sur leur carte. Je n'ai pas vérifié. J'ai laissé le processus décider. Ils sont partis discrètement juste après le crépuscule. Et je les ai regardés disparaître dans la lumière des réverbères sans avoir besoin de les suivre. Sophie n'est jamais venue. Mais on m'a dit qu'elle avait continué, quitté la ville, commencé autre chose ailleurs. Et je lui ai souhaité le meilleur dans la partie la plus profonde et la plus calme de moi parce que je n'avais pas besoin de son échec. J'avais déjà trouvé mon succès, un qui ne nécessitait pas de reconnaissance, seulement de continuation. Certaines nuits, je reste tard dans la cuisine après le départ des invités. Quand la ville expire et que la lumière commence à changer, je me tiens dans le calme, mes paumes pressées contre le comptoir, l'odeur de vanille et de fumée encore accrochée à l'air, comme un souvenir qui n'a pas décidé s'il devait partir. Et je murmure, pas à quelqu'un en particulier, pas même à moi-même, ils ne m'ont pas vu, mais j'ai toujours été là. Ce n'était plus une question de revanche. Pas vraiment. La revanche est un feu, mais l'héritage est un four. Lent, délibéré, et assez chaud pour transformer la poussière en quelque chose de permanent. Je n'avais pas besoin de leur clé parce que j'avais construit ma propre porte. Et les gens, mes gens, attendaient déjà de l'autre côté.